Donc bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cette interview avec Aïssa Maïga, qui est actrice et qui est la réalisatrice du film Marcher sur l'eau, une sélection officielle du 38e Festival international du cinéma Vue d'Afrique à Montréal. On est à la Cinémathèque québécoise et on est le 4 avril 2022. Et puis bienvenue à Aïssa Maïga. Merci. Donc, première question éventuellement, une question un peu évidente. Comment vous est venue l'idée initiale du film Marcher sur l'eau? Alors l'idée initiale, l'idée originale n'est pas de moi. Elle est de Guy Lagache, qui est réalisateur et journaliste, et qui, avec le producteur Yves Darondeau, préparait un film qui traite du manque d'eau en relation avec le réchauffement climatique en Afrique de l'Ouest. Et en fait, Guy Lagache, donc ce réalisateur, n'a pas pu faire le film pour des raisons professionnelles. Et le producteur a pensé à moi, il m'a proposé de réaliser un film qui traite de ce sujet-là, du manque d'eau. Et j'avoue qu'au départ, ce n'était pas quelque chose de complètement évident. Parce que d'abord, en 2018, quand on m'a proposé ça, je n'avais jamais réalisé de film. Je suis donc actrice à l'origine. Et puis, par ailleurs, sur la question du réchauffement climatique, je ne savais pas bien comment raconter cette histoire, comment aborder en fait un film qui parle encore du réchauffement climatique alors qu'on en entend parler à longueur de journée, à longueur d'émissions télévisées, de journaux télévisés aussi. Et donc pour plein de raisons, finalement, j'ai accepté de relever ce défi. Pour moi, c'était vraiment un défi. Parfait, parfait. Vous parlez donc d'être réalisatrice dans ce film et vous êtes actrice. Donc, c'est quoi les différences que vous avez remarquées en étant réalisatrice, c'est-à-dire derrière la caméra, et lorsque vous êtes actrice, vous êtes devant la caméra? Alors c'est pour moi deux passions. D'abord l'interprétation, le jeu d'acteur, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps maintenant, que j'ai eu le temps au fur et à mesure des années d'explorer, d'améliorer. J'ai travaillé avec des réalisateurs et des réalisatrices très différents, sur plusieurs continents, dans différentes langues, dans des genres aussi de cinéma très différents. Donc voilà, je sens que j'ai une expérience aujourd'hui qui est importante, sur laquelle je peux me reposer pour travailler en tant qu'actrice. Et en tant que réalisatrice, d'abord c'était un vieux rêve. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, mais que pour plein de raisons, voilà, je n'avais pas trouvé le bon sujet, c'était pas le bon moment, etc. Et je dirais que la grande différence, c'est qu'on est la personne qui raconte l'histoire. Et que ça, c'est quelque chose de très puissant en fait, de décider quel récit on va faire, comment on va raconter cette histoire, à travers quel personnage, ce qu'on va mettre en avant ou pas, le point de vue qu'on va adopter. Et notamment, par rapport au fait que c'est une histoire qui se passe sur le continent africain, moi je suis évidemment très vigilante à toute la question de la représentation, des stéréotypes, des clichés aussi. Et le fait d'être aux manettes, c'est quelque chose, en fait ça procure un sentiment de très grande liberté. Mais avec ce sentiment de liberté, il y a aussi le poids de la responsabilité. Voilà, moi j'ai pris très au sérieux le fait que je devais tenir un budget, que je devais à chaque fois que j'allais au Niger, parce que le film s'est tourné au Niger, et j'y suis allée 5 fois en un an pour tourner Marcher sur l'eau. À chaque fois que j'y allais, pendant une période d'une dizaine de jours, j'étais évidemment très concentrée et je me mettais moi-même une pression par rapport au type d'image que j'allais ramener, à la façon dont à chaque fois ça allait compléter le récit, à ce que ça allait raconter d'un point de vue politique, d'un point de vue cinématographique. Et donc du coup, il y a plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité en tant que réalisatrice. Parfait, parfait. L'autre question, c'est que est-ce que le nouveau changement climatique, au fait, a un impact uniquement sur le climat au Niger Nord et dans les pays du Sahel, ou peut-être qu'il a un impact sur la vie sociale et ça a amené peut-être à un certain dérèglement, je ne sais pas, quelque part dans la société là-bas au Niger Nord et éventuellement au Sahel, les pays du Sahel? Oui, alors ce qui m'a vraiment intéressée dans l'idée d'aborder la question du manque d'eau par rapport au réchauffement climatique, c'est tout ce que ça, comme vous le disiez, tout ce que ça dérègle dans
la vie des individus et la vie des familles, la vie des communautés. Et le film se passe dans une communauté Peul Wodabé. Donc les Peul Wodabé sont traditionnellement des nomades qui transhument avec leurs troupeaux. Traditionnellement, ils vivent en famille ou en petits clans. Donc ce sont des familles, des cellules qui sont très soudées. Et aujourd'hui, le changement climatique dérègle complètement cet équilibre social. Il y a à peu près 15 ou 20 ans, la saison des pluies durait 4 à 5 mois par an. Et aujourd'hui, en raison de la pollution des pays industrialisés qui dérègle complètement le climat, la saison des pluies est passée de 5 mois à 2 mois et demi environ tous les ans. Ce qui veut dire que les réserves d'eau sont totalement insuffisantes et que pour les enfants qui vont à l'école, c'est impossible d'avoir une scolarité normale parce que les enfants aussi sont mobilisés comme les autres membres de la famille pour s'acquitter des corvées en eau. Donc c'est exactement ce qui m'a intéressée, c'est la façon dont le manque d'eau, qu'on ressent assez peu dans la plupart des endroits, en tout cas en Occident, le manque d'eau dérègle la vie familiale et dérègle la vie des communautés. Dans le film, il y a une jeune fille qui s'appelle Hulay, qui a 14 ans. Son père, normalement, est un nomade qui devrait rester avec sa famille. Et dans ce contexte, parce qu'il n'y a plus de pâturage, il est obligé de partir seul, de plus en plus loin, et il va parcourir parfois 500 km pour pouvoir trouver des endroits où il y a un pâturage à peu près correct et dans lequel il ne va pas se retrouver en conflit avec des communautés qui sont dans l'agriculture. Et les mères partent, elles aussi, dans les capitales des pays voisins, trouver des petits boulots, et elles reviennent tous les 2 mois, tous les 3 mois au village, ce qui fait que ce manque d'eau provoque l'isolement des enfants. Et dans ce contexte, ce sont les jeunes filles qui deviennent la tête de la famille et qui doivent s'occuper de la fratrie, des corvées en eau, de la nourriture, tout en essayant d'aller à l'école. Et le film, il est vraiment construit dans une logique d'immersion. Je ne voulais pas faire un film avec une voix off et quelque chose qui reste un peu extérieur. Je voulais vraiment me servir des outils de la fiction, parce qu'en tant qu'actrice, je suis habituée à ça. Et donc, j'ai vraiment essayé de construire à partir de la réalité, à partir des recherches, à partir de toutes les informations que j'ai pu trouver lors de la fabrication du film, créer une dramaturgie dont le centre, c'est cette jeune fille avec sa famille et la manière dont tous les jours, ils vont se battre pour trouver de l'eau. Et voilà, c'est une invitation pour que les spectateurs ressentent, qu'ils aient un sentiment vraiment de proximité avec les gens qu'on filme et qu'ils ne soient pas extérieurs, qu'on n'ait pas pitié, qu'on respecte la dignité des gens et qu'on les voit aussi dans leurs moments de bonheur, de joie, qu'ils soient humanisés parce qu'on pose un regard sur eux qui les accompagne vraiment dans le quotidien. Effectivement, lorsqu'on a vu le film, moi j'ai visionné le film et on voit la jeune fille, la jeune demoiselle. Au final, elle dit, je pense à sa tante, est-ce que tu m'autorises à partir moi aussi? Donc l'idée de partir était devenue comme une solution. Alors partir, au fait, n'est pas une solution. En tout cas, et c'est très touchant, c'est très humain, votre film. Merci. Bienvenue. L'autre question, au fait, ici au Québec et au Canada, les gens, leur souci premier, c'est poursuivre des études dans des universités UP, avoir un beau diplôme, avoir un beau salaire. Et beaucoup de gens ici, au Québec et au Canada, ignorent totalement ce qui se passe dans les pays du Sahel, au Niger du Nord et des choses comme ça. Et à raison d'ailleurs, les gens vivent cette vie parce que c'est comme ça, c'est depuis leur naissance. Mais votre film, c'est comme un petit réveil à nous autres qui vivent ici en Occident, que la vie de ces gens-là tourne au fait autour de l'eau. Toute la journée, c'est chercher de l'eau, et c'est de l'eau boueuse où il y a des criquets à l'intérieur. Et là, j'ai vu, c'est une scène touchante, elle lui dit « filtre l'eau ». Ici, lorsqu'on dit filtre, si tu utilises un filtre, comme on connaît, filtre, elle a mis comme un truc de tissu, elle a mis l'eau et ils boivent de l'eau comme ça. Vraiment, c'est touchant. Votre film, c'est vraiment touchant. Madame Aïssa, l'autre question éventuellement, est-ce que c'était facile en tant que réalisatrice de tourner des scènes
où il y a par exemple la tempête de vent. J'imagine que c'est sans effets spéciaux parce que donc est-ce que c'était facile et aussi Roger Deakins, le DP de 1917, dans le making of du film, il dit, bon, c'est un film de guerre, dans la scène principale où on voit les soldats courir et tout, il dit on avait besoin qu'il y ait les nuages pour que la lumière soit diffuse, diffused light. Et puis il a dit des fois il y a le soleil qui apparaît. Alors, on les a vus, ils croisent les doigts, ils croisent plutôt les bras. Ils attendent 2-3 heures, des fois 2 jours, pour qu'il y ait les nuages. Donc, dans votre cas, est-ce que ça s'est passé un peu comme ça? Vous avez attendu que la tempête se lève, que l'orage se lève aussi, ou la pluie tombe? Alors, la grande différence quand même entre la fiction et le documentaire, c'est qu'en fiction, on a de grosses équipes en général, dans la majeure partie des cas. On a des financements qui permettent parfois d'aménager un petit peu le tournage. En documentaire, franchement, il faut se battre pour obtenir tout. Il faut occuper plusieurs postes parce qu'on n'a pas l'avantage d'avoir une grande équipe avec soi. Et du coup, il fallait à la fois se conformer au rythme des gens du village, se conformer au rythme des saisons, se conformer au rythme des journées. Il y avait énormément d'aléas, énormément, parfois même d'inconnus, de surprises, de choses. Et il fallait que je prenne des décisions très très vite. Mais moi, je n'avais pas le luxe d'attendre 2-3 jours que la lumière soit belle. Donc, j'ai vraiment travaillé dans une logique à la fois très très documentaire extérieur où on a capté des choses telles qu'elles se passaient, aussi bien sur la vie quotidienne des gens que sur les paysages. Je tenais beaucoup à ce que les paysages du Sahel soient très très présents dans le film. D'abord pour moi parler du climat et du manque d'eau, ça passe aussi par le fait de montrer comment les saisons évoluent et comment la question de l'eau évolue au fil de l'année. Quand c'est la saison des pluies entre fin juin et début septembre, la nature est toute verte, les mares sont remplies, les animaux ont à boire, les êtres humains aussi. Donc c'est pas du tout la même chose que quand on arrive au mois d'avril, que c'est la saison sèche, que le puits d'à côté est asséché, qu'il faut faire beaucoup plus de rondes dans la journée pour aller chercher de l'eau, parce qu'à chaque fois qu'on vient, on vient avec une quantité beaucoup plus petite. Et donc tout ça, fallait l'intégrer dans nos journées, fallait se conformer au rythme des gens. Et en même temps, moi j'avais un film à faire, j'avais aussi une vision, un point de vue. Je voulais vraiment raconter une histoire. Je voulais que les spectateurs, quand ils se posent dans leur siège, soient embarqués émotionnellement, visuellement et aussi intellectuellement, qu'on se pose la question de savoir, mais en fait, les gestes que j'ai au quotidien, prendre ma voiture, peut-être moins souvent évidemment prendre l'avion, me chauffer avec telle ou telle énergie fossile, m'habiller, acheter des habits tous les ans, quand même beaucoup. Tous ces gestes-là ont un impact sur le climat, on le sait. Mais ce qu'on mesure moins, c'est l'impact que ça a sur des destinées de personnes qui en subissent les conséquences aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment plonger les spectateurs dans la salle de classe, avec cet instituteur qui parle du réchauffement climatique dans cette salle, avec une classe unique, des enfants qui vont du CP au CM2, ça c'est le système français, des enfants qui ont entre 6 et 12 ans en gros, et qu'on se rende compte que ces enfants-là, si le climat n'était pas déréglé à cause des pratiques humaines dans les pays les plus pollueurs, en fait leur journée de cours serait totalement régulière. Et ils ne passeraient pas peut-être un tiers de leur année à aller chercher de l'eau. Ça veut dire qu'on a un impact sur leur vie aujourd'hui, mais aussi sur leur destinée, sur leur futur. Donc pour moi, cette prise de conscience, elle passe pas par le fait de provoquer un sentiment de culpabilité, parce que ça ne m'intéresse pas. Je trouve que la plupart du temps, la culpabilité est stérile. Ça nous plonge vers notre ego et ça ne fait pas forcément bouger. Mais plutôt être dans l'idée d'une prise de conscience qui fait qu'on a envie, que ça crée une nouvelle dynamique et qu'on a envie de changer. Et les choses ne se font pas du jour au lendemain, mais au moins quand il y a une prise de conscience, les conditions du changement commencent à être réunies, quoi.
Justement, donc, en poursuivant dans cette idée donc, de changement, de prendre des actions concrètes pour améliorer les choses et améliorer les choses au niveau changement climatique en Occident et au niveau de ces gens-là, est-ce que peut-être Aïssa Maïga commençait peut-être à faire des actions pour éventuellement, autre que ce film qui est un merveilleux film, c'est un message direct, on voit la vie de ces gens, une vie, excusez le terme, de misère, il faut le dire, mais est-ce que Aïssa Maïga est en train peut-être de faire quelque chose pour qu'il y ait un petit changement, aussi petit soit-il éventuellement? Oui, l'idée de ce film-là, c'était déjà d'aller au-delà du film. Et ça, c'est quelque chose que la production avait pensé et a travaillé tout au long de la fabrication du film. Donc l'idée, c'était de créer une forme d'impact qui dépasse l'impact du film lui-même. Et donc il y a un site qui marche toujours, qui s'appelle marchersurleau.co. Et ce site permet aux spectateurs déjà d'aller trouver des informations sur la question de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, 2 milliards d'êtres humains manquent d'eau. 2 milliards. Enfin, moi, c'est un chiffre qui me... Enfin, c'est inacceptable, vraiment. Et on sait que d'ici 2050, il y aura peut-être 5 milliards d'êtres humains qui n'auront pas accès à l'eau potable. Donc déjà, on permet aux spectateurs, aux spectatrices d'aller plus loin et de comprendre quels sont les enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, ces chiffres-là? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quels sont les enjeux géostratégiques? Quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre, etc. L'autre volet, c'est un volet plus d'action qui permet, encore une fois, aux spectateurs de soutenir des actions. On a lancé évidemment une levée de fonds pour aider le village de Tatis où on a tourné, mais aussi ce sont des sommes qui peuvent permettre d'avoir des actions ailleurs. C'est un site qui permet aussi de connaître quelles sont les ONG ou les entités, quelles qu'elles soient, qui œuvrent déjà sur place de manière concrète, et donc les spectateurs peuvent soutenir des projets spécifiques. Sur ce site, on permet aussi aux gens d'organiser eux-mêmes des projections du film, pour organiser des débats, pour continuer à faire en sorte de parler de ce sujet et de faire du plaidoyer. Et enfin, le dernier volet qui, à mon sens, est quasiment le plus important, c'est le fait de pouvoir interpeller, en tant que citoyen et citoyenne, les Nations Unies. Parce qu'en réalité, c'est un problème qui est mondial et qui va concerner la planète entière. Ce qui veut dire que les pays, de façon isolée, peuvent essayer de trouver des solutions ponctuelles à certains endroits, mais en réalité, les moyens que ça demande sont des moyens qui requièrent la participation des nations réunies au sein des Nations Unies. Donc ça, c'est aussi une forme de plaidoyer qui est très importante. Et sur le reste des actions qui sont en train d'être menées, ça je ne peux pas trop en parler encore parce que c'est encore un peu embryonnaire, mais j'essaye en tout cas d'amener des partenaires qui sont soit engagés sur la question de l'eau ou de l'environnement tout simplement, soit qui sont déjà ancrés sur le continent africain, enfin des partenaires différents pour essayer d'avoir sans aucune prétention, mais une approche un peu singulière de ce problème-là pour ne pas tomber dans les écueils de l'humanitaire qu'on connaît déjà, qui peuvent améliorer ça et là la vie des habitants, mais qui ne permettent pas toujours une réelle autonomie des personnes qui sont aidées. Donc c'est vraiment des challenges. Je ne suis pas la seule à réfléchir à ces questions. Il y a des gens qui le font depuis bien plus longtemps que moi, mais j'aimerais essayer de mettre en place quelque chose d'un peu différent. Je vous souhaite beaucoup de courage. Donc, Aïssa Maïga, dernière question éventuellement. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être choisi pour la 38e édition marraine du Festival international de cinéma Vue d'Afrique? Pour rappel, pour nos auditrices et auditeurs et téléspectatrices, téléspectateurs, c'est le plus grand festival francophone en Amérique du Nord, États-Unis, Canada compris. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être choisi marraine de ce? Moi, je suis très attachée au Festival Vue d'Afrique, que j'ai découvert il y a une dizaine d'années. J'étais revenue il y a à peu près 5 ans. J'y ai présenté des films. J'ai eu aussi l'honneur incroyable d'avoir une forme de récompense pour mon parcours. C'est un endroit où on rencontre des cinéastes africains vivant sur le continent africain ou vivant ailleurs, de la diaspora noire. C'est l'occasion de découvrir le travail de toutes ces personnes.
C'est en plus voilà, l'accueil de la ville de Montréal. Et pas seulement de Montréal, parce qu'il y a aussi toujours une petite incursion dans la ville de Québec. Donc c'est aussi... Parce que, voilà, moi je suis française, le Canada je connais assez peu. Et en fait, à chaque fois que je suis venue ici, c'était grâce et avec le festival Vue d'Afrique. Donc pour moi, c'est intimement lié. Et le fait qu'on me propose d'être marraine auprès du parrain Richard Jean-Baptiste, qui est producteur ici, pour moi, ça fait sens aussi parce que le sens de la diaspora africaine, c'est aussi de se connecter, de se connaître, de savoir ce que font les uns les autres et pourquoi pas de pouvoir construire des projets à l'avenir. Donc je suis à chaque fois très heureuse d'être ici et puis très touchée en fait qu'on me propose de venir. C'est une production française d'un film documentaire tourné au Niger. Donc du coup, on peut dire, même si c'est pas moi qui cherchais l'argent, donc je peux le dire facilement, que ça a été bien produit et que j'ai eu quand même des moyens pour à la fois la préparation du film. J'ai eu les moyens d'aller 5 fois au Niger. Donc à chaque fois, c'est 5 fois où il faut déplacer 2, 3 ou 4 personnes avec du matériel. J'ai eu la chance de tourner dans des conditions sécuritaires dignes de ce nom, avec, vu les problèmes sécuritaires qu'il y a dans le Sahel. À chaque fois, on avait 14 militaires avec nous, des véhicules blindés, des policiers en civil. Voilà, c'est un luxe énorme. J'ai eu la possibilité d'avoir un temps de post-production pour le montage image, le montage son, le mixage, l'étalonnage, tout, qui était un temps tout à fait correct. Donc je mesure aussi ce privilège énorme d'avoir pu travailler avec un producteur qui s'appelle Yves Darondeau, avec une société qui s'appelle Bonne Pioche et qui a produit notamment il y a longtemps maintenant, mais on s'en souvient. Il a produit La Marche de l'Empereur, qui a eu un Oscar quand même, du meilleur documentaire il y a à peu près 25 ans. Vous mentionnez réalisatrice de ce documentaire. Donc vous aviez toute une équipe à gérer, le directeur photo, l'ingénieur du son, faire attention à ce qu'éventuellement l'éclairage, tout ce qui est technique soit parfait. Parlez-nous éventuellement des challenges d'un réalisateur pour réaliser un documentaire spécifique comme ça au Sahel ou au Niger du Nord, où en plus peut-être des petits soucis ou des petits problèmes de sécurité, il y a réellement le côté technique de réaliser ce documentaire. Alors j'ai travaillé avec un chef opérateur qui s'appelle Rouslan Dion, qui est vraiment très doué et auquel j'avais demandé, je lui ai dit voilà, moi c'était quasiment mon premier film en fait, je faisais 2 films en même temps qui étaient mes 2 premiers films, l'autre s'appelle Regard Noir et donc à chaque fois que je retournais au Niger pour continuer à filmer, je dis voilà, en fait, il faut prendre tout le matériel que tu peux. Parce que moi j'ai une idée de ce que je veux faire, mais je reste une jeune réalisatrice. Autant en tant qu'actrice, j'ai une grosse expérience aujourd'hui, mais en tant que réalisatrice, c'est encore mes débuts. Et donc je lui ai dit, je veux pouvoir avoir le choix de changer d'avis sur place. Et c'est quelqu'un qui aime les défis et qui a amené vraiment beaucoup de matériel à chaque fois. On a pu tourner avec un drone, avec une caméra portée, on avait vraiment tout ce qu'il fallait. Après, on travaillait beaucoup avec des lumières naturelles parce qu'on était en extérieur, en documentaire. Donc, et ce que j'ai vraiment ressenti très fort, c'est d'abord une très grande connivence artistique avec mon chef opérateur. C'est-à-dire qu'on se comprenait vraiment. Il fallait prendre des décisions, encore une fois, très vite de temps en temps. Et c'est quelqu'un de très rapide. Enfin, on se correspondait vraiment bien dans le travail. Et c'est maintenant ton film ? Non, à 22h30. Ah, j'ai eu peur, ok. Et, pardon. Il y a un réalisateur, donc je veux voir le film. Et donc ça, c'était très important d'avoir cette connivence qui donne beaucoup de souplesse. Et j'ai aussi énormément apprécié son humanité. Et la façon, parce que lui, c'est un Français de France qui a vécu en France toute sa vie, et se retrouver dans un village au Niger, parfois, ça peut nous mettre face à des écueils. On sait qu'il y a parfois un sentiment de supériorité, assez subtilement, qui s'installe comme ça. Et chez mon chef opérateur, il n'y avait pas l'once d'une chose comme ça. Et il savait installer
avec les personnes qu'on filmait, soit par la parole, soit par le regard, soit par le silence, une vraie intelligence de situation. Et ça m'a énormément facilité la vie. J'avais une traductrice aussi, parce que moi je ne parle pas la langue des Peul-Wodabé. Une traductrice s'appelle Aïssatou, qui est vraiment devenue comme ma sœur, et qui, elle, savait aussi vraiment, plus qu'une traductrice, une interprète qui savait vraiment communiquer l'essence de ce que je voulais dire ou de ce que les autres voulaient me dire. Et voilà, en fait, ce qui est vraiment très important, c'est de travailler avec des gens bienveillants, qui vous respectent et que vous respectez. Des gens bienveillants, qui n'ont pas de sentiments complexes, un peu troubles, un peu ombrageux vous concernant, qui ne vont pas semer la zizanie sur le tournage, mais qui ont envie vraiment, qui regardent dans la même direction et qui ont envie de faire du film un bijou, de soigner chaque plan, d'écouter chaque personne, de rester complètement en alerte pour, lorsqu'il se passe quelque chose d'intéressant, switcher, se dire bah, ça on le fera après et on y va, parce que ça c'est vraiment, ça va être très fort. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment de l'ordre de l'humain en fait. Pour moi, d'abord, j'adore le travail en équipe. Je pense que si on réalise des films, il faut aimer ça, sinon c'est trop violent. Parce qu'on est obligé d'être constamment en dialogue avec les autres. Et dans ce travail d'équipe, il y a une joie énorme à avoir le sentiment de trouver des gens avec qui on veut cheminer en fait. Et raconter des choses, avoir un point de vue sur le monde ensemble, avec humilité et garder, parce qu'il y a plein de moments très stressants, mais garder le sens, enfin l'idée, une petite ironie, un petit pas de côté, et se dire que tout ça, c'est une chance quoi, de pouvoir le faire. Ben, merci beaucoup Aïssa Maïga, merci pour votre temps. Merci. Et puis je rappelle que Aïssa Maïga est la réalisatrice donc, du film Marcher sur l'eau, Above Water. Et puis j'encourage honnêtement celles et ceux qui nous regardent ou qui regardent cette vidéo d'aller voir ce film. Vous sortirez avec beaucoup d'informations, de choses positives. Donc, à travers ce documentaire, encore merci à Aïssa Maïga. Et je vous souhaite donc un bon séjour ici au Canada. Merci beaucoup. Et passez une bonne soirée. Bonne soirée.